Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 91e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Josh Down. OK, oui, on y va avec le jeune, Bien sûr. Il y sûr. avait tellement de bons noms en plus, mais je suis correct avec Josh. Mais il fait une belle saison présentement. Mon Dieu Seigneur, si c'est bon. c'est un nom quand même à mentionner et à surveiller dans cette ligue. Peut-être un nom qu'on va nommer un peu plus tard aux Jeux Olympiques. C'est Ouais, justement de quoi on parle Pourquoi pas? aujourd'hui, Phil, parce que bon, on est en plein Jeux Olympiques, mais surtout en plein Jeux Olympiques côté hockey présentement devant nos écrans, sûrement à la maison ou pour notre cas, il est devant mon écran moi-même. Entre les États-Unis et le Canada côté féminin, c'est la finale. On peut pas mentir, les États-Unis ont l'avantage du côté du hockey féminin présentement, mais c'est une finale. Marie-Philippe Poulin, c'est sa dernière. On va souhaiter que ça soit bien pour elle. Et vous, à la maison, vous avez déjà le résultat qui a déjà été annoncé parce que cette émission passe évidemment les vendredis. Mais aujourd'hui, on va jaser du côté masculin parce que plusieurs choses qui s'est passé, mais plus précisément, on va jaser des joueurs qui nous impressionnent sur cette équipe canadienne-là. Des joueurs aussi qui sont un peu décevants jusqu'à présent pendant le tournoi. Et là, on a eu la nouvelle que Crosby est blessé. On parle de questions de jour le jour. La question se pose, si on était John Cooper, l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, est-ce qu'on remanie les trios canadiens? Si oui, qui est-ce qu'on embarque? Qui est-ce qu'on bouge à l'aile? Qui est-ce qu'on met au centre? Plusieurs choses à aborder. Évidemment, une question aussi que je n'ai pas donné Phil hier, mais qu'on doit se poser. Évidemment, l'idée que Crosby est blessé, possiblement pourrait rater la demi-finale. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il manque un C sur un chandail. Et du côté international, il est interdit de ne pas avoir un C sur un chandail. Et donc, il y aura une petite question tranquille d'opinion, là, à voir qui aura le C pour peut-être un match ou deux si Sidney Crosby n'est pas de retour au jeu. Évidemment, on va croiser nos doigts que ce n'est pas le cas et que Sid the Kid se retrouve sur la patinoire pour le Canada. Finalement, nos segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 91e épisode. Mais on débute évidemment avec le segment mise en échec. Phil, du côté hockey olympique canadien, 4 matchs ont été joués. Quel joueur t'impressionne jusqu'à présent dans le tournoi? J'en ai noté 3 Okay. non, j'en ai noté 5 par contre parmi mes joueurs impressionnants et 3 parmi mes joueurs décevants du tournoi. Donc tu veux commencer par le positif? Absolument. Ok, super. Je suis d'accord avec ça. J'ai pas le choix de... et c'est fou de dire ça quand même parce que les attentes sont excessivement hautes pour ce joueur-là, mais Connor McDavid est quand même au sommet de ma liste. Ouais. Quand tu parles de joueurs impressionnants, c'est la première chose qui vient en tête. Mm-hmm. Ce gars-là est juste... C'est une force de la nature. À tous les moments, lorsqu'il est sur la patinoire, constamment de menaces, trouve toujours des façons de se démarquer. Puis sa vitesse, tu réalises à quel point ce joueur-là vraiment a toujours une enjambée d'avance sur ses adversaires. 100%. Même au niveau olympique, dans son anticipation, puis dans sa faculté vraiment à juste exploser. Puis des fois, c'est sorti de nulle part. C'est des accélérations qui sont ahurissantes. Puis c'est ce qui fait qu'il excelle même à ce niveau-là. C'est vraiment sa vitesse dans son exécution. Il est toujours une petite fraction de seconde devant les autres. Puis c'est ça qui fait qu'il génère constamment des chances. Il n'y a personne qui peut marquer Connor McDavid. Non. Il n'y a personne qui peut même prétendre être capable d'être l'ombre de ce joueur-là. Il va toujours te faire mal paraître. Ouais. Il est capable là, de servir des feintes là, vraiment trompeuses à ses adversaires. Puis écoute, c'est un phénomène, ce joueur-là. Puis peu importe avec qui il est sur la patinoire, il élève le niveau de ses coéquipiers. Écoute, statistiquement aussi, là, les statistiques sont à l'appui. T'as égalité pour le record olympique. Ouais. Il reste 2 matchs à jouer. Égalité pour le record olympique. 11 points, 2 buts, 4 matchs. En 4 matchs, c'est des statistiques qui ne devraient pas être possibles. Non. On est à un cheveu du 3 points par match au niveau olympique. Puis oui, je comprends qu'on a joué contre des équipes peut-être plus faibles, contre la France où on a marqué beaucoup, mais ça demeure absolument absurde. Pour faire une parenthèse là-dessus, c'est pas comme s'il avait marqué 8 points contre la France. Non, c'était un but 2 passes contre la France, un autre but 2 passes contre une autre équipe. C'est une production toujours qui est constante.
chose. qui est échelonné sur tous les matchs que le Canada a joués. Puis, écoute, il prouve pourquoi il est le meilleur joueur de hockey sur la planète. S'il y avait des doutes là avant de commencer le tournoi, je pense que vraiment, c'est lui qui émerge comme la crème de la crème du sport présentement. Oui. Puis, on est évidemment très content de voir ça. Non loin derrière, j'ai envie de dire, Macklin Celebrini. 100%. Ce gars-là, c'est un prodige. Vraiment. Je sais pas comment il peut, à 19 ans, avoir ce niveau de maturité-là, cette conscience-là, cette présence d'esprit. Il est vraiment ancré dans ses matchs. Il n'y a rien qui semble pouvoir l'ébranler. C'est vraiment un jeune qui est à l'épreuve de tout, on dirait. Puis c'est hallucinant de voir qu'il peut se démarquer comme ça avec si peu d'expérience quand Vraiment. même dans son cas. Et juste un joueur qui a comme, on dirait, qui a devancer tout le monde au niveau de son développement, écoute, son intelligence du jeu. Il est juste loin devant la courbe. C'est une exception. On voit tellement rare de voir un joueur comme ça qui progresse au niveau de sa lecture puis sa compréhension du jeu. C'est des qualités qu'on attribue généralement à des vétérans plutôt. Et puis lui, à 19 ans, il est doué, il est doté d'un savoir-faire, d'une lecture du jeu qui sont inouïs. 100%. Simplement Macklin Celebrini. Puis écoute, ça paraît sur la patinoire. Encore une fois, c'est un joueur qui va rendre les autres autour de lui meilleurs. Puis ça, c'est difficile à dire quand tu joues avec des joueurs qui sont aussi des experts dans ce qu'ils font. Mais clairement, Macklin Celebrini a son rôle, a son impact, a son incidence sur l'équipe. 5 buts. C'est un sommet parmi les siens jusqu'à présent. Et pour ce qui est, c'est sans négliger son jeu de passe aussi qui est exceptionnel. Oui. Lorsqu'il est combiné aussi avec McDavid, avec McKinnon, je pense que ça donne quelque chose d'absolument électrisant. C'est ridicule à quelle vitesse ça va. Puis pourtant, il n'a jamais l'air dépassé par les événements. Il n'a jamais l'air dépassé par les joueurs qui l'entourent. On dirait qu'il sent qu'il appartient déjà à cette élite-là. Puis je pense qu'il a compris qu'il pouvait apporter sa touche, puis son sens du hockey à ces joueurs-là. Puis écoute, il bénéficie aussi de l'expérience de ceux qui sont autour de lui. Je pense que ça l'aide à croître davantage aussi. Puis ça a l'air d'un joueur de hockey qui est juste une éponge. Écoute, tout ce qui vient vers lui, il l'absorbe, il le prend, il le met dans son sac à outils, puis il devient meilleur de jour en jour. C'est ça qui est fascinant avec Macklin Celebrini. Donc, évidemment que c'est un joueur impressionnant lors de ce tournoi-là. Pour différentes raisons, Jordan Binnington, je l'ai mis sur ma liste aussi. OK. Puis c'est pas parce qu'il était impeccable. À l'image un peu de sa saison avec les Blues, il est chancelant par moment. Il a donné des mauvais buts au cours de ce tournoi-là. Je m'en souviens notamment d'un contre la France, là, où c'est un lancer de longue distance qui devrait pas se retrouver dans le filet, sous aucun prétexte. Mais cela dit, ce but-là n'avait pas d'incidence, n'avait pas d'importance sur le match. OK, donc on va prendre l'idée que Binnington est clutch. Un peu plus dans absolument. Lorsqu'il y a un arrêt qui doit être fait, lorsqu'il y a un arrêt qui va avoir qui va être un point tournant au cours du match, Jordan Binnington est là pour faire cet arrêt-là. Puis c'est pas nécessairement, c'est pas une performance. J'ai vu, il y a certainement des gardiens qui méritent plus de reconnaissance pour leur performance globale au cours de ce tournoi-là que Jordan Binnington. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais les arrêts importants, ceux dont on va réellement se rappeler, présentement, Jordan Binnington en a quelques-uns dans sa poche. Et puis, il continue de les faire. Donc, c'est plutôt ça qui m'impressionne de son côté, c'est que mentalement, on dirait qu'il a vraiment la faculté
Puis ça, c'était important comme gardien de but. Il a la faculté d'effacer les erreurs précédentes. Il a la faculté de faire abstraction de ces mauvais buts-là ou ces mauvais moments au cours d'un match. Puis il revient toujours avec le même sérieux, la même approche pour faire un arrêt important. Il est pas ébranlé par la situation, puis par ses largesses, parfois, on va dire. Et ça, je pense que c'est une qualité exceptionnelle. Puis Binnington, c'est un compétiteur. Puis lorsque la compétition atteint son summum, c'est là qu'il excelle le plus. Puis c'est pour ça que je suis impressionné de Jordan Binnington. C'est vraiment juste sa faculté à toujours revenir en force malgré les obstacles dans son parcours. Donc, puis je pense que sans lui, on n'est peut-être plus dans ce tournoi-là également parce que la Tchéquie aurait très bien pu marquer en prolongation à cause d'une erreur défensive. Ça, c'était une chance là, que je qualifierais de A++ là, qu'on a donné à la Tchéquie. Et sans cet arrêt-là, c'est un tournoi qui est peut-être fini pour le Canada, donc j'ai pas le choix nécessairement de le mettre parmi mes joueurs impressionnants. Je vais dire Bo Horvat aussi, parce que je pense que ça a 100%. Été un des meilleurs joueurs dans un rôle de soutien dans ce tournoi-là. Puis je suis étonné de ça. C'est pas nécessairement un gars là, pour qui j'avais énormément d'attentes. Je pense qu'on a quand même, en rétrospective, c'était quand même une sélection intelligente parce qu'à un moment donné, des fois, il faut que tu fasses confiance aussi à la situation actuelle, puis à qui est au meilleur de son jeu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Écoute, on peut parler d'un biais de récence des fois, mais c'est quelque chose qu'il faut valoriser aussi. Il faut en profiter lorsqu'un joueur est dans une séquence exceptionnelle de sa carrière comme ça. Et c'était le cas de Bo Horvat, puis on a reconnu ça, puis on l'a récompensé. Et Bo Horvat, clairement, c'est un joueur qui reconnaît que lui, ce sera peut-être sa seule participation aux Olympiques, fort probablement. Donc, à quelque part aussi, il y a un enjeu qui est encore plus grand pour lui. C'est peut-être quelque chose qu'il ne s'attendait pas à avoir dans sa carrière, cette occasion-là d'aller chercher une médaille d'or olympique. Et je pense que de ce fait-là, il veut se démarquer, il veut faire une différence pour l'équipe, il veut qu'on se souvienne de lui comme vraiment un joueur qui a fait une différence dans cette équipe-là. Et je pense que c'est un joueur qui a démontré quand même un sentiment d'urgence plus que d'autres au sein de l'équipe, du fait que justement, il n'y aura peut-être pas cette opportunité-là plusieurs fois dans sa carrière. Puis, écoute, il a marqué 2 buts. J'ai été impressionné par sa vitesse. Je vous allais dire. Tu sais, comme Bo Horvat, c'est quelqu'un que, même s'il évolue dans l'Est, c'est quelqu'un que je regarde jamais. Parce que qui regarde les Islanders de New York? Ça, c'est juste... Ça se fait pas. Fait que Bo Horvat, pour moi, tu sais, on l'avait jugé à l'avance dans l'idée où, tu sais, Mark Scheifele était là. Mark Scheifele, on sait, ça fait des années qu'il domine offensivement dans ce circuit-là. Il n'a pas été sélectionné. On se demandait tous pourquoi Bo Horvat est là-dedans. Il apporte un côté très dynamique au jeu que je ne m'attendais pas pour un joueur de centre. D'habitude, un joueur de centre, c'est bon. Oui, il est bon dans les deux sens dans la patinoire, mais outre que McDavid et McKinnon, tu ne penses pas à un joueur de centre qui est très rapide, qui est très dynamique dans son côté offensif du jeu. Mais Bo Horvat a amené ça et and then some. Il a été pour moi incroyable. Je l'ai aussi sur ma liste, mais c'était à rajouter que Bo Horvat, c'est une révélation. Puis avoir ça sur un 4e trio, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Puis celui qui complète mon lot de joueurs impressionnants, c'est Cale Makar, simplement le défenseur. Écoute, c'est celui que j'ai mis sur ma liste. Les autres font plus ou moins ce que je m'attends d'eux. Comme c'est pas étincelant, mais c'est pas mauvais non plus. Je pense que la défensive du Canada, c'est un peu ça qu'on leur demande. C'est juste d'être correct parce que l'offensive est exceptionnelle. Puis c'est là aussi que la plupart de nos jetons sont, je pense, pour le Canada. Mais bon, avec une défensive là, passable, je pense qu'on a le luxe de pouvoir avoir une défensive juste passable puis quand même être parmi les meilleures équipes du tournoi. Donc, bon, la plupart sont vraiment dans la moyenne là, où ils devraient être. Puis Makar est juste... C'est clairement le défenseur élite de cette escouade-là. C'est juste un gars qui peut manger des minutes, puis il n'a pas le choix de le faire aussi parce que je pense qu'il y a tellement une grosse coche entre lui et le prochain dans la liste sur cette équipe-là.
donner un peu de crédit à Thomas Harley aussi. Je pense que c'est un défenseur qui Je suis d'accord. a pas été mauvais. Quelqu'un Bon, qui est un il y a des- septième défenseur. Oui. Il est meilleur que 3 ou 4 gars que je pourrais Oui, nommer. Là. puis il y a des gens qui le critiquent parce qu'il était -2 contre la France dans un match de 9-2. Puis c'est comme, OK, mais comme, tu sais, les buts contre la France n'auraient pas dû arriver anyway. C'était un turnover dégueulasse de Parayko. Puis un but que Jordan Bennington n'aurait pas dû donner. Puis ça reste un match contre la France qui était un peu gagné d'avance. Sinon, je pense qu'il a été assez bon dans ce tournoi-là quand même. Donc, je vais lui donner ses fleurs quand même à Thomas Harley. Je pense que c'est un défenseur dynamique aussi, mais juste pas au même stade que Cale Makar. C'est tellement dynamique sur la patinoire. C'est un défenseur, mais c'est un attaquant aussi. Puis c'est un fabricant de jeu. Puis il va tellement aider à percer aussi dans la zone offensive. C'est vraiment toujours un atout. Tu peux toujours te fier sur Cale Makar pour être à ta ligne bleue puis distribuer des rondelles. Puis c'est juste un corps arrière puis un gars qui a un talent énorme. Puis dans toutes les facettes du jeu, vraiment. Il excelle. Ouais. OK. Regarde, sur ma liste, j'avais déjà 2 gars que tu as nommés. Parce que j'en avais juste 3 sur ma liste. Okay. Parce que j'ai omis McDavid et McKinnon, mais gars, McKinnon, on pourrait faire un cas de l'idée qu'il n'a pas été impressionnant. Ouais, moi, je ne l'ai pas mis. Mais McDavid, si c'était pas de lui, cette équipe-là ne serait pas là présentement. Yeah. Et là, j'ai été voir les statistiques aussi. Ce trio-là, même si Wilson est là ou pas, même, je te dirais ces 4 joueurs-là, Taves, Makar, McDavid, Celebrini, ces 4 joueurs-là sont non seulement les meilleurs offensivement dans le tournoi, mais sont aussi les meilleurs défensivement. Ils n'ont pas alloué un but à 5 contre 5, ces gars-là. Ils en ont marqué 8 à 5 contre 5. 3 points pour McDavid en avantage numérique, qu'un seul pour Celebrini parce qu'il a évolué sur la deuxième vague, a monté sur la première vague et immédiatement a fait un point, là, soit dit en passant, pour le temps d'un shift. Et donc, ouais, ça va de soi que McDavid serait sur cette liste-là. On n'en serait pas là sans lui. J'ai aussi évidemment mis Macklin Celebrini. Pour quelqu'un qui a 19 ans, ses premiers Jeux olympiques. Quelle maturité folle qu'il donne et à quel point il est autant dynamique que Connor McDavid. Ça donne un point de vue comme d'étendue du talent de Macklin Celebrini. On le voit pas chez les Sharks parce qu'il bouge seul sur la patinoire. Il est complètement laissé à lui-même sur une île déserte. Et c'est comme j'ai dit en début de tournoi, donne à Connor McDavid quelqu'un comme ça. Et j'ai même fait la blague aussi de l'idée que les Sharks pourraient signer Connor McDavid à la fin de son contrat. Pourquoi pas? Je garantis qu'il accepterait un peu moins pour aller jouer avec quelqu'un comme Macklin Celebrini, les jeunes Sharks. C'est dans 1 an et demi. C'est fort probable. Il va avoir 30 ans. 31 ans, là, on va dire dans cette année-là. J'ai évidemment aussi mis Bo Horvat parce qu'il est incroyable. L'un des joueurs les plus visibles sur la patinoire. Et finalement, je vais donner mes fleurs à Devon Toews. On n'en parle pas de Devon Toews, mais est-ce que tu as déjà vu Devon Toews faire une erreur sur la patinoire? Jamais. Ce défenseur-là mène les Olympiques à un +9. Il fait quoi? Il défend bien. C'est juste ça que c'est. C'est le meilleur défenseur défensif présentement aux Jeux olympiques. Il fait pas de gaffe. Oh, il y a Slavin qui est là quand même. Est-ce que Slavin a fait le même travail que Devon Toews? Est-ce que Slavin est un +9 sur la patinoire? Oui, les Américains, c'est la meilleure équipe défensive de la Ligue. Mais les Américains n'ont pas juste Devon Toews et Cale Makar. Les Américains ont Zach Werenski, ont Charlie McAvoy, ont Quinn Hughes, ont Brock Faber, ont des joueurs excellents défensivement. Je comprends ce que tu veux dire dans l'idée que dans le monde de la Ligue nationale de hockey, Jacob Slavin est un défenseur défensif exemplaire, prime. Mais présentement, je trouve que Devon Toews a été parfait durant ce tournoi-là. Il faudrait que je regarde plus de statistiques avancées pour déterminer de ça parce que plus et moins, je me fie pas nécessairement là-dessus. Mais tu peux te fier sur les matchs que tu as écoutés côté Canada. Et tu l'aurais vu si Devon Toews avait fait quelque chose. Il a été très bon, c'est vrai. Il a été très solide. En tout cas, je vais donner mes fleurs à Devon Toews qui, pour moi, connaît un tournoi parfait, accompagné évidemment de Makar et tous les grands noms qui va occuper la glace à ses côtés.
bien évidemment. C'est pas terminé. J'ai pas rien donné à Benner encore parce que dans le dernier match, je trouvais qu'il était extrêmement shaky. Je comprends qu'il a fait une arrêt clé en prolongation. Je comprends aussi l'idée qu'ils étaient 6 sur la patinoire. Aller chier, soit dit en passant. Ça aurait pas dû compter ça dans un contexte olympique. Tu sais. Comment tout le monde a fait pour manquer ça? C'est malade, ça. Là. Ouais. Pas personne n'avait vu ça. Là. Genre, personne n'avait vu ça. Ça a pris un gars dans les estrades Ouais. qui a pris une photo comme improvisée avec son téléphone, puis il a fait comme, hey, il était assis sur la glace. Oui, puis le pire, c'est qu'au temps du changement, techniquement, il était 8. Quand Nekash était en territoire offensif, techniquement, ils étaient 8 sur la patinoire. En tout cas, chose est faite, là, on a Mitch Marner, clutch. Incroyable, encore une fois. Ce trio-là est tranquillement super bon. Crosby, Stone et Marner, ils ont été super selon moi pendant le tournoi. C'est vrai. Ils ont été un peu invisibles, bizarrement, mais ça produit, puis ça donne rien défensivement. Encore une fois, l'un des meilleurs plus-minus des Olympiques, ce trio-là. Mais là, c'est temps de rentrer dans le côté un peu plus négatif de la chose. Moi, j'ai 3 joueurs qui sont décevants depuis le début du tournoi, et tu m'as aussi dit que tu avais la même chose. Hâte de voir si on aura les mêmes noms, mais je vais te laisser commencer. J'ai mis le nom de Sam Reinhart il pour commencer sur ma liste. Bon, je suis conscient, il a joué tous les 4 matchs déjà, Sam Reinhart, puis je suis conscient qu'on le place dans un rôle un peu plus réduit. Mais écoute, Sam Reinhart, c'est un buteur de base, c'est ça sa qualité première, puis tout ce qu'il a récolté jusqu'à présent, c'est une mention d'aide. Je m'attends à plus de lui. Écoute, je sais pas, que ce soit juste de mettre des rondelles au filet, je sais pas, peut-être qu'il fait pas suffisamment les efforts pour se retrouver dans les bonnes positions sur la patinoire. Il y a des joueurs sur son trio qui devraient être capables aussi de l'alimenter. Ça fonctionne pas présentement. Je sais pas si on l'utilise peut-être dans le mauvais rôle également, mais c'est un joueur... Il joue sur le premier avantage numérique aussi. Ça paraît pas. Oui, il joue sur le premier avantage numérique, puis on a l'impression qu'il n'est pas là, simplement. Puis écoute, on parle d'un gars qui a remporté un Rocket. Là. C'est pas n'importe qui, Sam Reinhart. Fait que certainement que j'aimerais le voir un peu plus actif sur la feuille de pointage. Surtout que, bon, je pense que c'est la principale raison pour laquelle il est là, bien franchement. C'est pour compter des buts. Donc, un peu une déception de mon côté, mais je comprends qu'il n'y a pas nécessairement là, la meilleure utilisation à 5 contre 5. Sinon, je vais ajouter aussi Brandon Hagel à la liste. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Hagel? J'aime tellement ce que je vois de ce joueur-là habituellement avec le Lightning. Écoute, c'est un joueur qui a commencé sa carrière à Chicago, puis déjà, on voyait des choses prometteuses à un jeune âge, mais quand il s'est amené avec le Lightning, c'est là que sa carrière a commencé vraiment à fleurir davantage, puis il est devenu un joueur vraiment élite de ce circuit-là. Ouais. Puis là, j'ai l'impression de voir un Brandon Hagel réduit qui doute de lui-même un peu. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Le deuxième trio, en général, aussi, n'a pas été bon. Non, je suis d'accord. C'est vraiment le trio qui n'a pas cliqué du tout. Là. Au niveau du premier trio, ça va. Troisième trio aussi. Quatrième trio fait ce qu'il a à faire. Mais au niveau du deuxième trio, on n'a pas semblé trouver les bonnes combinaisons présentement. Puis peut-être Brandon Hagel est un peu victime de ça, mais c'est un joueur qui devrait être capable de changer ça à lui-même, par lui-même, parce que, écoute, juste par l'énergie qu'il apporte normalement sur la patinoire, évidemment qu'il peut avoir des choses qui l'importunent aussi. Je sais pas, peut-être il y a des blessures sous-jacentes. On sait qu'il a été blessé aussi avant les Olympiques. Donc, nécessairement, il peut y avoir des choses comme ça dont on n'est pas conscient, mais j'aimerais juste qu'il m'en donne un peu plus. Peut-être qu'il se conserve un peu aussi pour les rondes finales. J'espère qu'on va le voir débloquer, encore une fois. Mais ça me semble être un joueur là, qui est dérangé par quelque chose présentement. Il joue pas librement, puis il joue pas le hockey qu'il est capable de jouer. Brandon Hagel, c'est un joueur de hockey phénoménal, puis c'est dommage parce 100%. Que je pense que c'est un joueur qui est sous-évalué. Puis là, présentement, les gens sont peut-être en train de dire finalement, il n'est pas si bon que ça. C'est pas le cas. C'est juste qu'il n'a pas trouvé nécessairement son rythme dans ces Jeux olympiques-là. Et ça me déçoit, mais écoute, j'espère qu'il va faire une différence dans les matchs à venir. Juste un point présentement pour Brandon Hagel, un but en 4 matchs.
Donc, on espère mieux de lui, certainement. Et le dernier, pour des raisons qui lui sont propres, c'est Tom Wilson sur ma liste. Parce que il a joué sur le premier trio, puis tu peux mettre à peu près n'importe qui avec ces joueurs-là. Il devrait être capable d'apporter une production. Tom Wilson a récolté 3 points. Bon, c'est correct. Mais la raison, ce qui fait que je suis déçu de Tom Wilson principalement, c'est que ce joueur-là a été amené avec un rôle précis. Oui, on sait qu'il est capable maintenant de produire offensivement, de marquer. Ça va. Mais son rôle dans cette équipe-là, c'était un rôle de protecteur. C'était les gros bras un peu de cette équipe-là et amené pour être un peu l'opposant à Kachuk, par exemple, etc., avec les Américains. Puis répondre justement... payer un peu les rétributions sur la patinoire lorsqu'il y a des gestes qui sont commis. Puis, il l'a fait face à la France, où c'était plus ou moins nécessaire. Il l'a fait de façon... Bon, je trouve pas que les méthodes qu'il a employées étaient les bonnes non plus. J'aurais préféré voir comme une bonne mise en échec, quelque chose d'un peu plus concret dans ce genre-là, parce que là, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Et puis, on lui a permis de jouer lors du prochain match. Là. Il n'a pas été suspendu ou quoi que ce soit. Et dans ce match-là, face à la Tchéquie, je pense que plus que jamais, on avait besoin de lui parce que pendant tout le match, il y avait des joueurs qui se faisaient attaquer. Je pense à Crosby en particulier. Il était de tous côtés assailli par des joueurs adverses dans l'équipe de la Tchéquie, dont Radko Gudas qui éventuellement va causer sa blessure. Puis Tom Wilson n'était pas là dans ce match-là. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais clairement, aucune intention de défendre Crosby. Écoute, je sais que c'est peut-être 2 joueurs aussi qui ont pas nécessairement énormément d'affinité du fait qu'ils jouent pour les Caps et les Pingouins. Puis il y a des rivalités, mais il faut que tu mettes ça de côté. Je pense que Crosby méritait d'être défendu autant que McKinnon l'avait été lors du prochain match, si pas plus. Parce que ça, c'était le geste sur McKinnon, c'était un geste anodin dans un match qui était terminé. Là, tu avais un match qui était intense, qui nécessitait une intervention, puis qu'un joueur là, se porte un peu à la défense du capitaine. Puis, pendant tout le match, Crosby a été abusé, puis on en est venu jusqu'à le blesser. Puis, Tom Wilson avait quelque chose à faire de ce match-là. Il avait son rôle à jouer, et puis il a simplement été passif. Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait peur de, par exemple, là, avoir être puni pour le match suivant ou être suspendu pour un match de ronde des médailles. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai trouvé qu'il a été un peu négligent dans ce match-là. Puis il n'a pas joué le rôle qu'on attend de lui. Il y a d'autres qui peuvent le faire, évidemment, mais je pense que dans ce match-là, il fallait qu'il se réveille. Puis on dirait que dans sa compréhension de c'est quoi, comme je sais qu'il est capable d'intervenir physiquement, c'est pour ça qu'il est là, mais dans sa compréhension de qu'est-ce qui est un bon moment pour faire une grosse mise en échec ou aller sonner un joueur ou aller se pogner dans une bataille, il y a quelque chose qui manque là, parce qu'il ne le fait pas au bon moment. Puis c'est un peu ça qui me déçoit de son côté. Je pense qu'il faut que son timing soit un peu meilleur, puis qu'il réalise à quel moment on a besoin de lui, puis à quel moment il doit peut-être être un peu plus responsable dans ses actions. C'est juste ça. Ça fait le tour de tes 3 déjà. C'est ça. Okay, j'ai juste un nom qui est en commun avec toi, bizarrement, et c'est celui de Brandon Hagel. Je suis d'accord avec l'idée que le deuxième trio était le pire. Puis ça, je peux pas m'en empêcher d'en parler parce que mon cher Nick Suzuki en fait partie. Nick Suzuki n'est pas un ailier et ça l'a paru pendant tout ça. Nathan McKinnon... moi, c'est la manière que je vois ce trio-là. Nathan McKinnon joue avec l'Avalanche Colorado. Il chauffe un trio avec l'un des joueurs les plus rapides au monde, Martin Necas, et Artturi Lehkonen. Martin Necas
et 2 fois la vitesse, puis on l'a vu, de Nick Suzuki et 3 fois la vitesse de Brendan Hagel. Nathan MacKinnon ne peut pas manœuvrer sur un trio qui est peu dynamique parce que lui, il est à fond de train, toujours avec la rondelle sur son bâton. Selon moi, c'est l'une des plus grosses différences entre ces 3 joueurs-là, c'est que Nick Suzuki, lui, va être le porteur de rondelle en zone neutre pour se rendre en territoire offensif avec des gars tranquilles comme justement Cole Caulfield et Alexandre Texier et va tranquillement mais sûrement faire circuler la rondelle pour obtenir une chance. Brendan Hagel joue avec Nikita Kucherov. Est-ce que Kucherov est rapide? Absolument pas. Il est l'un des joueurs les plus méthodiques et lents entre guillemets. C'est pas qu'il est pas capable d'être rapide, c'est juste qu'il choisit d'être plus lent sur la patinoire pour contrôler le jeu. Même chose pour Chiarelli qui est l'un des joueurs les plus lents de l'histoire du Lightning de Tampa Bay. C'est juste pas la bonne dynamique entre ces joueurs-là. Puis je suis complètement d'accord dans l'idée que Brendan Hagel, c'est un super joueur de hockey. Ce que j'aimerais plus de lui, c'est son jeu physique, qui n'a pas paru du tout. Quand Nick Suzuki donne plus de mise en échec que Brendan Hagel dans un tournoi olympique, il y a un problème et quelque chose à adresser, et ça rapidement pour John Cooper, qu'il connaît très bien, il le voit à chaque jour. Et donc, ça devrait pas être un problème. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire d'ailleurs avec ce trio-là, parce que durant le dernier match, Nick Suzuki était excellent quand il est embarqué au centre pour remplacer Crosby. Il a joué à chaque 3 shifts là, sur la patinoire. Même chose pour le trio de Connor McDavid. À voir si ça va se continuer. Les 2 autres que j'ai dans mes joueurs qui sont décevants, c'est pas compliqué. C'est Perico et Doughty. Puis les 2 vont être là pour la même raison. Les 2 ont été... comment je pourrais expliquer? Je dirais même pas néfaste. C'est juste... C'est pas 2 gars que tu vas avoir en possession de rondelles à la ligne bleue offensive. Et de loin, selon moi, les 2 qui font le plus grand nombre de revirements. Puis contre des équipes contre la Tchéquie, les seuls buts qui vont être marqués, c'est sur une contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Perico qui fait un énorme revirement cause le 2e but de la Tchéquie. Le premier but a été causé par Mark Stone en zone neutre d'un autre revirement, soit dit en passant. Puis Drew Doughty est clairement juste pas à sa place. Souvent, lorsque tu regardes un match, puis c'est très rare que le Canada se fait dominer dans son propre territoire, mais Drew Doughty va être parmi les 2 défenseurs qui seront sur la glace. J'ai presque mis Travis Sanheim, mais Sanheim est juste invisible, mais il est pas néfaste. Il paraît pas sur la glace, mais au moins il est pas néfaste. Les joueurs qui sont néfastes pour moi, c'est Colton Perico et Drew Doughty. Je crois pas qu'on les a amenés là pour jouer strictement défensivement. Ils n'ont pas été excellents dans cette facette-là du jeu non plus. On n'aperçoit pas Perico bloquer énormément de tirs, ce qui devrait être pas seulement sa responsabilité, mais sa spécialité sur la patinoire. Drew Doughty, je sais pas pourquoi il est là. Tu l'as mentionné, Thomas Shirley connaît un excellent tournoi. J'aimerais le voir remplacer Drew Doughty à temps plein et le mettre sur même la 2e paire de défensive parce qu'il a été bon à ce point-là. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a décoché le tir qu'a fait dévier Nick Suzuki pour le but égalisateur du match contre la Tchéquie aussi. Puis ça, tu le vois pas souvent. Outre Cale Makar qui fait souvent là, sa petite feinte à la ligne bleue pour trouver un angle de tir, ça n'arrive pas souvent, mais c'est des choses qu'on a besoin pour une équipe canadienne qui a un peu de difficulté sur les autres trio autre que le trio de Connor McDavid. Bref, tout ça pour dire que c'est des joueurs qu'on s'attendait qu'elle n'allaient pas nécessairement être bons non plus, mais qui ont quand même été décevants. Ce qui est encore plus décevant, soit dit en passant. Ça fait le tour de mes 3 joueurs qui sont décevants. Toutes les autres, on peut s'attendre à ce genre de jeu. Moi, j'avais des attentes extrêmement minces pour un gars comme Colton Perico. C'était un gars sur qui j'avais... Bon, il y a des gens qui l'avaient aimé au Four Nations, mais moi, j'avais mes réserves quand même par rapport à lui. Donc, c'est... Bon, je peux pas dire que je m'attendais à beaucoup mieux là, de leur part, mais je vois absolument ce que tu veux dire. Puis je suis d'accord que les revirements, ça doit mettre un terme à tout ça et rapidement là, parce que tu veux pas perdre le tournoi sur un revirement, évidemment. Puis même chose pour Doughty. Là, mais c'est un gars de 36 ans quand même. Je pense qu'il peut peut-être être bénéfique à cette équipe-là, mais dans un rôle très limité. Il y a quand même, je pense... Il a quand même ses aptitudes puis des forces dans son jeu. Je pense que c'est un joueur qui joue physique puis qui peut être difficile, qui peut mettre de la pression puis vraiment battre l'adversaire là, sous la ligne des buts, par exemple, dans son territoire. Je pense que Doughty, c'est un gars quand même qui a cette faculté-là
de marquer des joueurs adverses puis de s'imposer physiquement. Donc, j'ai pas de problème à l'utiliser nécessairement dans un rôle comme ça, peut-être en désavantage numérique ou des trucs de ce genre-là. Mais de réduire un peu ses minutes puis de donner un peu plus de temps aux jeunes jambes là, dans cette équipe-là. Thomas Harley notamment, Devin Tays, puis Cale Makar surtout. Absolument d'accord avec ça. Tu peux perdre avec le manque de Sidney Crosby toutefois dans ce tournoi-là. On parlait des manières de perdre un match. Eh bien ça, c'en est certainement une. Rapidement, Phil, si t'es John Cooper, le remaniement de trio, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on amène quelqu'un pour remplacer Crosby, le restant reste comme tel, ou on fait quelque chose d'autre? Moi, il y a quelque chose que je veux voir plus dans les matchs à venir. Là. Bon, il y en a au moins un. On joue en demi-finale, évidemment, contre la Finlande. Dans ce match-là, j'aimerais voir plus du trio que certains ont surnommé le Mac là, avec McKinnon, c'est vrai. Macklin, Celebrini et puis Connor McDavid. Le Mac. J'aimerais voir plus de ces trois gars-là ensemble. Parce que je trouve qu'à chaque fois qu'ils sont sur la patinoire, il se passe quelque chose. Je sais pas si on en fait un trio parce que là, tout à coup, ça devient assez mince comme quand tu regardes les autres trios. Il y a des gars quand même qui sont capables de jouer, évidemment, sur le deuxième, troisième, quatrième trio. On parle quand même là, de l'élite là, canadienne. Mais ça reste que je serais peut-être un peu inquiet de la production ou l'apport des trios subséquents. Sauf que, écoute, moi, je serais prêt à donner là, une vingtaine de minutes, voire plus, à ces joueurs-là. Celebrini, McDavid puis McKinnon. Tu les mets ensemble. Tu limites les présences là, peut-être du quatrième trio sur la patinoire. Là, tu mets tes joueurs qui ont peut-être un peu moins bien performé. Puis, écoute, tu roules peut-être 3 trios. Question de donner le plus de chances possible à tes vedettes de jouer parce que vraiment, ces joueurs-là, c'est tellement dynamique lorsqu'ils sont sur la patinoire. Ça fatigue l'adversaire à un point parce que tu es sur la patinoire, tu sais plus où donner de la tête. Il y a quelqu'un de dangereux de tous les côtés. Puis, écoute, tu te retrouves souvent embouteillé dans ton territoire. Puis par la suite aussi, ce que ça fait, c'est que ça vient un peu setter up les autres trios aussi parce que là, tu fatigues les joueurs adverses. Puis là, les autres trios, tout d'un coup, ils vont bénéficier de ça aussi. Ils vont se nourrir du momentum que ces joueurs-là vont créer. Fait que quand tu as la possibilité de mettre 3 joueurs exceptionnels sur un même trio puis de faire une ligne qui est un ouragan puis qui est une arme de démolition massive, je pense que souvent, c'est une bonne idée de le faire, tout simplement. Parce que ça va créer quelque chose puis ça va faire une étincelle pour ton équipe. Puis après ça, tout le monde va avoir envie d'être meilleur puis d'élever son jeu. Fait que je me dis, pourquoi pas juste le faire? D'accord. Juste au test, tu sais, des fois on parle du high test. Là. Quand tu regardes ces 3 gars-là sur la patinoire, tu le sais que ça fonctionne. Il n'y a aucun doute. Puis, j'aimerais les voir utiliser de concert davantage. Puis après ça, pour tes autres trios, honnêtement, tu te bases sur les circonstances. Tu vois un peu qui a connu des bons moments au cours des derniers matchs. Tu prends des joueurs peut-être qui ont été un peu plus clutch. Tu sais, tu peux donner un rôle grandissant à Marner. Tu sais que Marner vient de compter un gros but. Tu sais que Suzuki aussi commence peut-être là, à se repositionner dans ce tournoi-là qui a commencé un peu lentement. Ben OK, donne-leur un petit peu plus de responsabilité. Tu sais, mets-les sur un deuxième trio, par exemple, pour seconder ces gars-là. Puis vois qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Si tu veux peut-être essayer de relancer un Sam Reinhart aussi qui a eu de la difficulté dans le tournoi, ben essaie ça aussi. Puis agence tes trios aussi de sorte à mettre les joueurs dans des... Tu sais, là, il y a Crosby, c'est un mal pour un bien dans un sens, la blessure de Crosby, parce que je pense que ça va fouetter les troupes aussi dans un certain sens. Puis ça va permettre à des joueurs aussi comme Nick Suzuki qui a joué à l'aile alors que c'est un joueur de centre peut-être de retrouver son rôle de centre. Fait que mets tes meilleurs joueurs aux endroits où ils sont à l'aise sur la patinoire. Puis, je pense que ça va faire de bonnes choses. Et évidemment, Crosby n'est pas encore écarté formellement du jeu. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Moi, j'ai l'impression qu'on va le voir sur le banc.
qui va être là puis qui va agir un peu comme un rôle de leader depuis le banc quand même. Je pense qu'on ne le verra pas énormément sur la patinoire, peut-être pas du tout. Je sais qu'il veut jouer, qu'il veut être là. Donc, je pense qu'on va peut-être l'amener quand même sur le banc, l'habiller, puis le faire regarder peut-être le match du banc. Mhm. Je pense que ce serait peut-être sa volonté aussi. Et puis que ce soit là, même s'il peut juste aller sur la glace, par exemple, pour une mise au jeu, c'est peut-être ton meilleur gars aussi pour les mises au jeu. Ouais. Je suis pas certain de ça. Mais... J'ai checké tantôt, statistiquement, si je me trompe pas, c'est Bo Horvat qui mène chez les Canadiens. Mais bref, je pense que juste d'un point de vue de leadership, ça va peut-être être une présence rassurante aussi d'avoir ce gars-là sur le banc. Puis même si c'est juste pour passer des messages aussi dans l'équipe et dans le vestiaire, je pense que ça peut être important parce que c'est le joueur le plus expérimenté quand même sur cette équipe-là. Puis en 2010, c'est lui qui a marqué le gros but. Puis il était là en 2014 aussi à Sochi. Fait que, je pense qu'on va le voir. En tout cas, c'est mon impression. Je pense qu'on va le voir quand même sur le banc. Là. Sa blessure, j'ai regardé peut-être des propos un peu spéculatoires, là, mais bon, c'était des médecins, c'était des physios qui parlaient un peu de ce qu'ils avaient vu. Puis, c'est ça. Il y en a qui parlent là, peut-être d'une blessure au MCL, mais que ce serait quelque chose de... Ce serait un sprain, dans le fond. Ouais. Fait que, quelque chose de mineur, mais pas mineur probablement pas. Réalistiquement, je pense pas que ce soit mineur au point où il sera à 100% puis il va péter le feu lors du prochain match. Mhm. Ça me semble improbable là, de ce que j'ai vu de la part des gens plus qualifiés. Donc, on se prépare en circonstance, en conséquence, puis on anticipe que Crosby pourra probablement pas nous aider énormément sur la glace, mais hâte de voir comment on va choisir de l'utiliser. Puis, écoute, si c'est pour jouer peut-être avec une brace aussi, ça pourrait être une option. Évidemment qu'on ne veut pas trop pousser la note de son côté non plus. Puis je pense qu'on a suffisamment d'atouts quand même sur cette équipe-là. On a le luxe d'avoir une offensive qui est très bien garnie, puis qui peut rebondir, puis pallier à l'absence de Crosby. Il a quand même marqué 6 points là, dans ces 4 matchs. Donc, connaissait un bon tournoi, je pense, là, à 38 ans quand même. Ce qui est un peu plate, c'est que ça va un peu débalancer ce trio-là qui fonctionnait bien, là, le troisième trio de l'équipe. Mais je suis pas inquiet qu'on peut trouver d'autres combinaisons gagnantes, puis juste, s'il te plaît, réunissez le Mac parce que d'accord. C'est tellement beau à voir, là, ce qu'ils sont tous... Il faut continuer sur patinoire en même temps. Sur ces trois-là ensemble. C'est trop dynamique pour ne pas le faire. Non, maintenant, dans notre segment sporadique, Phil, où je te parle vite fait du bon vieux Husky qui a fait la course lui-même durant ces Olympiques. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Non. Durant une épreuve de ski de fond aux Jeux Olympiques, la finale même, il a pourchassé la pauvre grecque Constantina ça c'est un nom incroyable, Charalampidou, jusqu'à la toute fin, avant de franchir lui-même la ligne d'arrivée. Ce qui était drôle de tout ça, c'est qu'il a eu son propre plan olympique, comme s'il était l'un des compétiteurs ou compétitrices là, de l'épreuve. On va voir le ski sur des plans cinématographiques qui fait tous les coins de cette épreuve-là de ski de fond. Il était un fondeur, techniquement, pour quelques instants avant de se rendre à la ligne d'arrivée. Mm-hmm. Et lorsqu'on a demandé aux athlètes, justement, là, si ça les dérangeait, ils ont tout simplement dit qu'il était tout simplement mignon et non agressif, et donc non. Mais en même temps, ça donne-tu un avantage à la personne qui a peur des chiens derrière d'accélérer, justement, dans son pas de ski de fond? Je le sais pas, mais clairement, ça l'a pas changé, là, l'épreuve complète. C'était mon sporadique aujourd'hui. J'ai trouvé ça. C'est des images qui sont extrêmement comiques. Ouais. Et c'est maintenant le deuxième chien des Jeux Olympiques cette année à se rendre justement sur une épreuve, parce qu'il y avait un autre chien qui s'était rendu pour une épreuve de ski alpin. Et lui aussi a eu tout qu'un segment cinématographique alors qu'il tournait le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Bref, les chiens qui font des siennes, pourquoi pas. Lancer des Jeux Olympiques pour Husky, ce serait bien. OK. Moi, je suis allé avec des
des êtres humains qui sont éligibles à remporter des Ben là. médailles. Mais écoute, je mets ta petite parenthèse Merci. canine, là, pourquoi pas. Ouais. Écoute, je pense que pour moi, je voulais vraiment faire un shout-out à la dernière médaille d'or remportée par le Canada, par Steven Dubois sur Oui. 500 mètres. C'était sa première médaille d'or en carrière individuelle. Là. Il en avait remporté d'autres par équipe. Il en a remporté une médaille d'or par équipe, mais individuellement, c'était sa première fois de monter sur la première marche du podium. Puis je pense que le 500 mètres aussi, c'est une des courses les plus, sur courte piste, c'est une des courses les plus impressionnantes aux Olympiques. Oui. C'est un peu le prestige aussi, si tu veux, du sprint 100 mètres au JO Ok. d'été. C'est un peu à ça que je le compare parce que c'est vraiment juste une course acharnée jusqu'à la fin, jusqu'au fil d'arrivée. Ça va à 100 000 à l'heure. Ils sont et puis rapides. ça tourne, on dirait, comme... Ils vont tellement vite que, comme la ligne droite, on dirait qu'elle n'existe pas. Comme on dirait qu'ils font juste ils sont juste constamment en train de tourner. Ils sont embarqués un par-dessus l'autre. À toutes les fois qu'il y a un virage, tu te dis, ah, il y a quelqu'un qui va tomber. C'est sûr. Ils sont tellement près les uns des autres qu'on ne cède pas un pouce d'espace sur cette pauvre patinoire-là qui a l'air complètement bondée de... Puis pourtant, ils sont juste 5. Ça a l'air rempli. Écoute, je pense que pour le Canada aussi, ça vient venger un peu William Danginou dans un sens que lui a connu des Olympiques difficiles. On attendait beaucoup de lui, évidemment, du fait qu'il est champion du monde, qu'il est détenteur du globe de cristal. Pardon. On pensait que ce gars-là pouvait vraiment aller nous chercher des médailles, puis finalement, il va partir un peu bredouille. Il a remporté avec le relais, mais sinon, individuellement, c'est néant pour William Danginou. Et puis, il faisait partie de cette course-là aussi. Il a fini 4e au pied du podium encore. Puis les Néerlandais, c'est des une machines. c'est incroyable le talent puis le bassin de patineurs qu'il y a dans ce pays-là. Ils étaient 3 encore dans cette finale-là. On peut pas s'en débarrasser. Toujours face 4 médailles d'or en courte piste, 2 Oui. médailles d'or. Comme leurs médailles sont tous venus en patinage de vitesse. Toutes leurs médailles. Pas une autre épreuve. Ouais. Oui. Okay. 16 médailles juste en patinage de vitesse. Ben ouais, ok. Écoute, C'est fou, ça, là. Je peux pas dire que ça me surprend énormément. C'est ça le pire. Mais c'est une nation qui est dominante, évidemment. Bon, c'est du côté féminin, là, le nom m'échappe, là. Mais il y en a une là qui. Juta, ouais. Je me souviens plus c'est quoi son nom de famille. Peu importe. Mais oui, elle qui a été phénoménale là, pour les Pays-Bas. Je vais Leerdam, qui a connu des Olympiques exceptionnels. Et du côté des hommes, c'est Jens Van Edwoud là, qui dominait. Il a remporté, je pense, le 1000 et le 1500. Absolument. Ce patineur-là. Et il était de cette finale encore. Fait que là, la question, c'était, OK, est-ce qu'il y a finalement quelqu'un qui peut déloger le Jens Van Edwoud? Et puis, ça a tout pris, là, franchement. Je pense qu'il a remporté le bronze parce que c'était son frère qui était devant lui en argent. Mais de voir un Canadien devancer les Néerlandais, ça m'a apporté une petite satisfaction supplémentaire, personnelle. De savoir là, qu'on peut battre vraiment le pays qui est largement là, la puissance mondiale dans ce sport-là. C'était beau à voir quand même. Puis c'est le Canada donc, qui est suprême aux 500 mètres, qui pour moi est un peu vraiment la course phare de cette discipline-là, qui est le patinage de vitesse courte piste. Donc, crédit à Steven Dubois qui remporte lui quand même une 5e médaille olympique. C'est un vétéran, 28 ans. Steven Dubois dans ce sport-là, c'est presque vieux. Presque vieux. Longue piste, on voit des athlètes un peu plus âgés parfois. Courte piste, là, c'est vraiment un sport de jeunes, comme on dit. Puis je pense que Danginou aura son moment aussi, mais c'était pas cette année pour lui. Mais content de voir quand même qu'il y a un compatriote là, qui est allé chercher une grosse médaille pour le 100%. Canada. Ouais, Puis, 4e médaille d'or. Bon, côté patinage de vitesse, ça va se continuer parce qu'on embarque dans nos 3 étoiles de la semaine.
Et ouais, on va en parler plus tard. Là. Ma troisième étoile, c'est Connor McDavid. Il va sûrement battre le record olympique pour le plus grand nombre de points du côté du hockey masculin. Est-ce que je m'en attendais? Ouais, un peu. Ma deuxième étoile, ce sera Michael Kingsbury. Shout out, une médaille d'or à ses derniers Jeux olympiques. C'est super pour le GOAT ultime du sport. Puis on va apprécier de son rendement côté canadien, certainement pour les années à suivre. Et la future GOAT, apparemment, du sport olympique canadien, Courtney Sarro, directement de Moncton au Nouveau-Brunswick. C'est 4 médailles olympiques. Maintenant, à une médaille près d'égaliser Cindy Clausen pour le plus grand nombre de médailles dans un seul Jeux olympiques. Et elle pourrait le faire un peu plus tard là, durant les JO. Elle est ma première étoile de cette semaine avec ces 4 médailles qu'elle a récoltées. Malheureusement, aucune en or, mais à voir si elle pourra aller en chercher une là, un peu plus tard. Oui, et puis moi, Mathieu, pour mes 3 étoiles de la semaine, j'y vais avec Nick Suzuki pour commencer. Je suis allé vraiment dans la récence. Là. Nick Suzuki qui, connaissait pas un tournoi formidable, mais qui, vraiment à un moment opportun, s'est illustré dans ce match-là contre la Tchéquie en y allant d'une déviation qui était savoureuse de la part de Nick Suzuki. Et c'est ce qui nous a permis de se diriger en prolongation où ma deuxième étoile a fait la différence, Mitch Marner. Puis, ça, écoute, c'était un but, un effort individuel, une démonstration de talent sublime de la part de Mitch Marner. Puis encore une fois, démontre à quel point dans les moments les plus cruciaux, il est capable de se lever. Ça avait été le cas au Four Nations aussi. Il est allé d'une passe repérer McDavid dans l'enclave. Le but contre la Suède aussi, d'une passe de Crosby en prolongation. Certainement. Puis, écoute, Marner, je pense que clairement, là, pour toutes les problèmes qu'on avait eus du côté des Leafs dans les moments de pression aux Olympiques, ça semble aller avec la formation internationale. Donc, voilà, c'est du passé pour les Leafs et dans le présent, ça se déroule bien pour Mitch Marner. Et première étoile, c'est Steven Dubois, pour mon sporadique. Et on est allé dans le récent, là, comme je l'ai dit, j'aurais pu nommer tellement de belles histoires là, qu'on a vues aux Olympiques. Mais en date d'hier, là, c'est ce qui a le plus attiré mon attention. 100%. Et faut en parler, les Olympiques. Hein, faut en parler. Ils seront pas parmi nous encore longtemps. Donc, non, justement, quelques jours à faire là, pour les Jeux olympiques. Ben, nous, justement, ça va encourager l'équipe féminine de hockey. Vous allez avoir les résultats. Nous, on les voit à l'instant même. Présentement, en passant, c'est 0-0 après une période entre le Canada et les États-Unis. On va aller les encourager. Tu m'avais donné ce pronostic-là avant le match, j'aurais dit avec plaisir. Je suis 100% d'accord avec ça. Hey, c'est ce qui va terminer ce 91e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? L'épisode Josh Doan, lien avec les Olympiques parce que sa mère, Catriona Lemay-Doan, a remporté 3 médailles olympiques en carrière, en patinage de vitesse. Puis son père, Shane Doan, je pense pas qu'il a jamais participé aux Jeux olympiques. Mais... je sais pas. Ok, j'irai vérifier. Bref, je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et Apple Podcasts et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV pour ne rien manquer. Nous, on s'en va écouter l'hockey féminin, bien sûr encourager l'équipe canadienne et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.